poursuivons cette discussion sur la Fed et les enjeux de marché au sens large avec Kevin Tozek, qui est à mes côtés, membre du comité stratégique d'investissement de Carmignac. Bonjour et bienvenue Kevin. Bonjour Grégoire, merci. Merci beaucoup d'être là. Vous avez le droit, comme tout le monde, de commenter la communication de la Réserve fédérale américaine. Comme tout le monde aujourd'hui. Hier, comme tout le monde aujourd'hui. C'est vrai que c'est... Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que c'est une surprise un peu hawkish là, pour le marché Alors, oui, c'en est une pour le marché, quand on voit la réaction qui se met en place en face, dans le sens où il y avait 6 hausses de taux de pricing dans les cours sur ce cycle-là, et il y en a déjà 3 depuis hier soir qui sont pricés pour l'année 2023. Donc, attendez, ça va beaucoup plus vite encore que ce qu'on imaginait. C'est-à-dire que la Fed, les projections médianes, on ne va pas revenir dans le détail, mais nous disent 2 hausses de taux fin 2023. Le marché, lui, commence à en intégrer une 3e. C'est exactement ça. Donc, après, le marché, il a aussi tendance à s'emballer aussi un petit peu. Exactement. Ça peut changer demain. Mais donc, ça répond bien à cette question-là de est-ce que c'est une surprise ? Oui, ça en est une. Sur les raisons qui sous-tendent cette surprise-là, ou en tout cas cette réaction un peu plus dure, ils sont liés, comme le disait justement Thomas, à des bonnes nouvelles aussi, c'est-à-dire une meilleure conjoncture, une meilleure perspective économique, et aussi une économie pas qui se surchauffe encore, mais qui se réchauffe, avec une inflation au-dessus des 2% pour 2022, comme le disait Thomas, mais aussi pour 2023, si j'en crois les projections des membres de la Réserve fédérale. Ouais. Donc, est-ce que dans sa communication, est-ce que ça devient un sujet qu'on ait déjà 3 hausses de taux au moment où on se parle, en tout cas inscrites dans le marché pour 2023 Est-ce que ça va trop vite ? Est-ce que la Fed, finalement, la nouvelle stratégie de la Fed n'est pas aussi nouvelle que ça, d'une certaine manière ? Ouais, alors il y a 2 choses dans votre question. Sur la nouvelle stratégie de la Fed, donc la fameuse AIT, donc la cible en inflation. En moyenne, on regarde en moyenne. Donc le mandat un peu plus caché, l'idée un peu plus cachée, c'était de venir réancrer les anticipations d'inflation sur les niveaux qui prévalaient entre 2011 et 2014, avant le choc sur les matières premières. Aujourd'hui, si on regarde stricto sensu où en sont les anticipations d'inflation à moyen long terme, elles sont plutôt sur le bas de cette fourchette-là. Donc pour la Fed, elle considérer, alors je ne suis pas dans la tête de Jérôme Powell, mais elle peut considérer que ce mandat-là, cette mission-là, elle a été remplie. Sur est-ce que ça va trop vite, pour l'instant, alors c'est encore un peu tôt, mais quand on regarde la réaction de marché, oui, les taux sont remontés, ils sont remontés de façon assez significative, une dizaine de points de base, ça n'arrive pas tous les jours non plus. C'est pour l'instant plutôt bien digéré par les actifs et par les actifs les plus risqués. Alors, on va voir comment ça va être digéré, ça aussi, sur les prochaines séances, parce qu'il y a quand même 2 risques principaux. Il y en a un qui est que, on le sait, on est on arrive sur des points hauts en termes de perspective de dynamique de croissance, de dynamique de résultats. Oui. Est-ce que le signal que nous a envoyé la Réserve fédérale hier, c'est aussi qu'on touche un point haut en termes de dynamique de politique monétaire ? Et ça peut poser des questions. Et il y en a un autre qui est que il peut y avoir aussi un risque d'exécution de politique monétaire. Ça arrive à tout le monde de se prendre les pieds dans le tapis. Et là, on pourrait voir un durcissement des conditions financières avec une remontée des taux réels. Et ça peut aussi venir mordre les actifs les plus risqués. Ouais. Pour l'instant, effectivement, avec une réaction de marché qui a été significative, 10 points de base sur les taux, 5 ans, 10 ans aux États-Unis, on a un 10 ans américain qui n'a même pas franchi 1,60. On était monté jusqu'à près de 1,80 peut-être fin mars. C'est exactement. Ça. Donc, on n'est même pas revenu sur les pics on n'est pas encore revenu sur les pics du premier trimestre. Après, encore une fois, le mouvement qu'on a vu hier, il est significatif. Et il y a une bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'il est aussi bien digéré par d'autres actifs plus risqués, que ce soit sur les marchés d'actions ou sur les marchés du crédit. Ouais, avec le retour de la value, on va parler des marchés globaux dans un instant, mais si on essaye de se projeter sur le long terme, alors c'est un bon jour pour parler du dollar également, taux et dollar, tout ça est lié, mais on voit le dollar effectivement sur le marché des devises qui se réapprécie quasiment de 1% par rapport au niveau qu'on avait avant le meeting de la Fed, face au dollar, face à un ensemble de devises. Comment vous comprenez effectivement le mouvement de court terme du dollar ? Est-ce qu'on peut revenir peut-être même sur des points hauts pour le dollar face à l'euro, le dollar face aux grandes devises mondiales ? Sachant que chez Carmignac, et vous-même, Kevin, vous l'écriviez il y a quelques jours, je crois, dans une note qui a été publiée mi-juin, vous avez quand même la conviction de long terme que le dollar dans le monde de demain sera quand même structurellement plus faible qu'il n'est aujourd'hui.
Oui, alors la vision, la lecture, la conviction à moyen long terme, elle est basée sur plusieurs facteurs, outre que le différentiel de taux qui peut s'exprimer depuis un peu moins de 24 heures. Donc ces convictions sur le moyen long terme, elles restent extrêmement vraies, extrêmement présentes, à savoir qu'il y a, on va dire, un volet budgétaire, fiscal, politique de l'agenda qui est mis en place par l'administration Biden, qui pourrait lui venir peser sur le dollar, on va dire amoindrir un petit peu la compétitivité de l'économie américaine avec des transferts sociaux importants, des plans de relance qui sont plus axés sur la consommation que sur l'investissement, un budget qui est financé largement par des hausses d'impôts, des hausses de taxes, donc, qui peuvent venir, on va dire, un peu grignoter, gratter l'exceptionnalisme américain. Il y en a un sur la politique monétaire aussi. Alors, on est peut-être en train d'évoluer là-dessus, mais les choses, elles ne sont pas non plus gravées dans le marbre. C'est-à-dire que M. Powell, il dit qu'il va avoir une politique un peu plus dure que ce qui pouvait être anticipé, mais il n'est potentiellement pas là pour non plus encore plusieurs années. Il attaque la fin de son mandat. Renouvellement début d'année prochaine. De ce mandat-là. Oui. Là aussi, il pourrait y avoir une nomination d'un membre, d'un directeur de la Réserve fédérale qui serait, lui, beaucoup plus accommodant, on va dire. Et ça, clairement, si on avait une politique monétaire et une politique budgétaire accommodante, ça pèserait fortement sur le dollar. Après, à court terme, il faut aussi savoir s'adapter à ces réactions de marché. Et donc, par exemple, on a chez Carmignac des vues plus positives sur certaines devises émergentes, notamment liées au complexe des matières premières. C'est des positions qu'on mettait en place en vendant du dollar. Avec ce qui s'est passé hier, peut-être qu'il vaut mieux, on va dire, sur les mois à venir, vendre un peu d'euros en face de ça plutôt que de vendre du dollar. Oui, je comprends. Il y a la gestion du court terme et la perspective de moyen-long terme. Mais si on a cette idée de moyen-long terme que le dollar sera peut-être un peu moins attractif, est-ce que ça veut dire, effectivement, sur les marchés de devises, ça fonctionne toujours par paire, est-ce que ça veut dire qu'il y a des zones qui vont structurellement regagner en intérêt aussi là, sur le moyen-long terme pour les investisseurs? Alors, il y en a deux. Alors, une peut-être parce que je suis un peu chauvin. Non, mais on a le droit. Il ne faut pas bouder son plaisir. Non, mais oui. Non, mais c'est vrai que on parlait des mesures de plan de relance. La zone européenne, son plan de relance, contrairement aux États-Unis, il n'est pas axé sur de la consommation, il est axé sur de l'investissement. Et ça peut aussi venir renforcer la compétitivité de l'économie européenne. Et donc, à moyen long terme, c'est plutôt positif. Outre, on va dire, les signaux qui sont assez encourageants sur plus d'intégration, du plan de relance, même peut-être plus important que le plan de relance en tant que tel. Donc ça, c'est une région qui peut en bénéficier. L'autre, c'est la Chine, clairement, parce que là aussi, il y a beaucoup d'investissements qui sont faits, notamment sur toute la partie digitale, cette quatrième, on va dire, révolution industrielle. Et ça aussi, ça veut dire des perspectives de croissance sur le moyen terme qui sont beaucoup plus attractives et qui pourraient, là aussi, aider ce bloc-là, et notamment le yuan chinois. Oui, d'ailleurs, le yuan n'a pas attendu pour en profiter. Il a pris 10% et plus sur un an, je crois. Oui, et puis même sur le mouvement d'hier, alors il prend le choc aussi, mais de façon beaucoup moins forte que d'autres devises ou qu'un indice dollar. Oui, bien sûr, à la remontée, la réappréciation du dollar. Sur les marchés d'actifs risqués, un peu au sens large du terme, c'est vrai que les actions encaissent plutôt bien. Et puis, on le voit bien, on a toujours ce mouvement de va-et-vient. Alors, ça a été très value, effectivement, le rattrapage des valeurs décotées. C'est l'énergie, les ressources de base, les banques, effectivement. Tout ça a guidé la hausse des indices pendant plusieurs mois. Dès qu'on a vu les taux rebaisser un peu sur le mois écoulé, on voit que d'autres secteurs viennent tout de suite prendre la relève, les secteurs de croissance, de technologie, les secteurs à duration longue, ce qui fait qu'on a des indices qui sont toujours au plus haut et qui battent record sur record en permanence. Comment vous évaluez cette situation? Est-ce que ça peut justifier un peu plus de prudence globale de la part des investisseurs, au moins tactiquement? Est-ce qu'il faut savoir aussi réduire son exposition dans ces moments où les prix atteignent peut-être des niveaux important? Alors, le mouvement de prix, il se fait aussi par rapport à un mouvement fondamental, ou en tout cas des anticipations de mouvement, pas dire d'évolution des fondamentaux. C'est vrai que il y a quand même des choses qui se passent, c'est-à-dire que ce que nous signale la Réserve fédérale américaine hier, c'est que l'économie américaine, elle va plutôt bien. Il y a quelques semaines, la Banque centrale européenne, elle nous dit qu'elle va encore faire beaucoup pour que ça aille mieux. Et donc c'est vrai que là, on est dans un environnement, on va dire, de croissance plutôt désynchronisé, avec des économies qui sont à des stades très différents. La Chine
qui est même plutôt en train de caper un petit peu son rythme de croissance. Les États-Unis qui peuvent arriver sur un plateau, ou au contraire, qui peuvent croître très très fortement, et donc plus rentrer dans une dynamique de surchauffe, et une zone euro qui, elle, est un peu plus en retard. Donc ça crée des opportunités, mais ça crée aussi, des risques potentiellement. Donc ça, c'est des choses à avoir à l'esprit. Et on est aussi dans un environnement où les choses sont quand même assez radicalement différentes, que ce soit dans le cadre de l'environnement réglementaire, et c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Europe, c'est vrai en Chine aussi, dans le cadre de la politique monétaire, on en a parlé quand même assez aujourd'hui, et puis dans le cadre de la politique budgétaire aussi. Donc ça doit amener quand même les investisseurs à se poser un petit peu des questions sur comment est-ce que tout ça peut être digéré. Et c'est quoi le cap qu'on se fixe alors justement dans cette désynchronisation, ces sujets réglementaires également? On parle des grandes valeurs technologiques, c'est ça l'idée. Par exemple, des grands conglomérats chinois. C'est quoi le cap là qu'on se fixe justement entre alors, la gestion du court terme et puis les convictions de moyen long terme? On a des convictions à moyen long terme et des convictions qui peuvent être renforcées ou qui ont pu être renforcées par la crise qu'on vient de traverser, par exemple. Sur le secteur technologique, on va dire au sens large, il y a d'autres choses que les GAFA. Et là, il y a bien des vraies tendances qui peuvent être là pour longtemps ou plus longtemps, que ce soit travailler chez soi, se faire livrer des repas à domicile, la digitalisation, les réunions à distance, c'est des choses qui peuvent rester pour un moment, parce qu'on le sait, on le voit dans les études qu'on peut mener, ces habitudes-là, au bout de 6-9 mois, eh bien, elles commencent à devenir assez prévalentes. Donc ça, c'est des thématiques qu'on continue, sur lesquelles on continue de voir beaucoup de valeur. Les sociétés de croissance chinoises également. Après, on sait que ces investissements-là, ils sont très sensibles, par exemple, à des mouvements de taux d'intérêt. C'est la même chose sur les infrastructures vertes, par exemple. Et donc, on construit des portefeuilles où on investit sur ces sociétés de qualité, sur ces pays qu'on estime qui vont très bien s'en sortir sur le moyen long terme. Et à plus court terme, eh bien, on va gérer ces risques de remontée de taux, d'évolution de change, de valorisation sur les marchés d'actions. Merci beaucoup, Kevin. Merci d'avoir été avec nous pour nous apporter quelques remarques, réflexions sur ces enjeux de marché et la stratégie d'investissement, le cap que vous fixez aujourd'hui chez Carmignac. Kevin Tauzet, qui était à mes côtés en plateau, membre du comité stratégique d'investissement de Carmignac dans Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.